bien, merci à tous, merci Pauline, merci tout le monde de m'avoir invité. Je vais vous parler aujourd'hui de l'imagerie multimodale dans le syndrome de Kabuki. C'est une étude qu'on a faite avec Jennifer Boisgontier, qui est neuropsychologue au départ et qui a fait beaucoup d'imagerie et qui est postdoctorante dans notre équipe de laboratoire associé Image at Imagine, évidemment en collaboration avec mon équipe, mais surtout aussi avec le professeur David Geneviève, que j'embrasse et qui a été pour nous le lien très fort dans cette étude. Alors, le syndrome de Kabuki est un syndrome rare polymalformatif, comme vous le savez mieux que moi. Les enfants présentent des anomalies crânio-faciales et des anomalies du squelette, avec une dysmorphie faciale des sourcils arqués et larges, des longues fentes palpébrales et une éversion de la paupière inférieure. Il y a un retard de croissance staturopondérale, un déficit intellectuel, on va le voir, variable. Et ils ont une particularité, c'est qu'il y a une disparition des plis interphalangiens des troisième et quatrième doigts au cours du temps. Donc, au niveau de la main, ils ne peuvent plus plier les dernières phalanges. Et on va voir que ça, pour nous, assez intéressant. Ils ont divers symptômes qui touchent différents organes avec une forte hétérogénéité clinique, comme très souvent, une prise en charge difficile. Ils présentent des malformations cardiaques, urogénitales, ils sont plus ou moins obèses, gastro-intestinales et hépatiques, des anomalies auto-immunes, des anomalies aussi visuelles. Et concernant les troubles psychiatriques, ils ont souvent de l'anxiété, de la dépression et des troubles autistiques dans 5% des cas. Le retard intellectuel, comme je vous l'ai dit, est variable. Voilà, vous avez ici un peu les chiffres. Alors, les points forts des caractéristiques neuropsychologiques sont une compréhension verbale et une très bonne mémoire de travail, ce qui va être important pour nous, et des points faibles avec une dysarthrie, une qualité vocale perturbée, une hypernasalité, des tonalités déformées et beaucoup de soucis visuospatiaux et mauvais raisonnement perceptif. Ils n'arrivent pas bien à dessiner et le graphisme fin est très perturbé. Il y a deux gènes qui ont été identifiés dans le syndrome de Kabuki, le KMT2D, sur lequel nous allons travailler, et le KDM6A. Et ces gènes sont fortement impliqués dans la régulation de la chromatine avec une action duale pour ouvrir l'ADN. Donc ici, notre objectif, ça va être d'investiguer les anomalies cérébrales grâce à l'imagerie multimodale. Donc je vais vous parler de plein de séquences un peu nouvelles chez des patients mutés de façon homogène. Enfin, en tout cas, c'est le gène KMT2D. La population va concerner 6 patients Kabuki, 26 volontaires sains. Évidemment, tout ça est réalisé sur la même machine, avec des âges quand même très parallèles. On a 11 ans pour les Kabuki, à peu près 11 pour les volontaires sains. Il y a 4 garçons pour 2 filles chez nos patients Kabuki et un QI moyen quand même un peu à 67. Alors, donc, on a acquis ces données sur une seule et même IRM à l'hôpital Necker et on a fait des séquences en IRM anatomique T1 classique. Évidemment, ils ont eu les séquences de base pour une IRM clinique avec du FLAIR et du T2. On a fait de la perfusion cérébrale avec notre séquence qui s'appelle l'arterial spin labeling qui mesure le débit sanguin cérébral en tout point du cerveau de façon quantitative et sans injection. Cette séquence vraiment est extraordinaire et ne dure que 4 minutes. Et on a fait évidemment une séquence de diffusion avec du DTI dont on va vous présenter les résultats. On a aussi eu affaire à des traitements, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce sont des post-traitements où on a extrait à partir de l'IRM anatomique T1 le gris du blanc et on l'a comparé chez les enfants Kabuki et chez les enfants sains grâce à une méthode que l'on appelle VBM pour voxel-based morphométrie pour mesurer la quantité de substances grises ou de substances blanches dans le cerveau de façon statistique et non pas à l'œil. Donc, on a mesuré les anomalies de débit, les anomalies de volume du gris, les anomalies de volume de l'hippocampe et on a étudié la substance blanche. Voilà. Alors, les résultats, pour aller un peu directement au but, nous avons retrouvé des anomalies de volume de substances grises et de perfusion cérébrale dans les régions BA6 et BA9. C'est-à-dire, on a retrouvé ici en bleu une diminution du volume de substances grises localisées dans le gyrus précentral de façon bilatérale dans la région BA6, ainsi que dans le cortex préfrontal dorsolatéral chez les patients Kabuki, comparé donc à nos 26 témoins sains. Ça, c'était avec l'IRM statistique
ST1 et en ASL, donc en débit sanguin cérébral, on a une diminution significative du débit sanguin cérébral au même endroit, dans le gyrus précentral, cette fois-ci à gauche, et dans le cortex préfrontal, de la même façon, dorsolatéral gauche, donc BA6 et BA9. Donc BA6 et BA9, elles servent à quoi? Ces deux aires, ce sont des aires motrices qui coordonnent la motricité volontaire et la dextérité manuelle, ainsi que la planification de l'activité motrice. Donc évidemment, quand on a vu ces résultats qui étaient tout à fait en concordance dans deux séquences d'imagerie différentes, on les a évidemment mis en relation avec le déficit moteur de la flexion des interphalangiennes des troisième et quatrième doigts, avec l'atténuation des plis de flexion au cours du temps. Ça nous a semblé un peu, en tout cas, une réelle hypothèse. Donc ça, c'était le gris avec le débit sanguin cérébral. Nous n'avions pas recherché des anomalies avec des régions d'intérêt. On a regardé dans tout le cerveau et ce sont ces deux régions motrices, enfin bilatérales, qui sont apparues statistiquement significatives dans tout le cerveau comparé à des témoins sains. C'est important que je dise ça parce qu'on aurait pu mettre une région d'intérêt pour voir comment était la région motrice par rapport au sujet sain. Ce n'est pas du tout comme ça. On a mis les cerveaux Kabuki comparés aux cerveaux des patients de même âge témoins sains et on a retrouvé, c'est vraiment ces deux régions de la motricité et de la planification de l'activité motrice anormale chez 6 patients Kabuki. Après, on a essayé de regarder dans le détail l'hippocampe et on a retrouvé une diminution significative du volume de l'hippocampe de façon bilatérale chez les patients Kabuki ainsi que du gyrus denté. Et ça, c'est en adéquation avec une étude utilisant un modèle murin. Et en fait, le KMT2D, c'est une protéine qui est exprimée dans le gyrus denté qui, évidemment, est en rapport avec et qui a un rôle dans la mémoire spatiale. Donc, en fait, ces anomalies de diminution significative de l'hippocampe peuvent refléter les anomalies de mémoire à court terme observées chez les patients Kabuki. Bien sûr, on ne va pas tirer de conclusions trop fortes parce qu'il va falloir faire quand même une étude prospective pour évaluer les sous-types de mémoire chez les patients Kabuki. Alors, donc on a regardé le gris, on a regardé la perfusion, on a regardé l'hippocampe. Maintenant, on va regarder la substance blanche. On va étudier la substance blanche grâce à l'imagerie du tenseur de diffusion. Alors, le tenseur de diffusion, la diffusion mesure l'anisotropie ou l'isotropie des fibres. Ce sont les mouvements des petites molécules d'eau qui se trouvent dans notre cerveau. Et en fait, pour faire simple, parce que vous allez entendre parler de plein de facteurs qui mesurent ces mouvements de molécules d'eau, la fraction d'anisotropie, la radial diffusivity, ça dépend si c'est l'axe perpendiculaire ou parallèle, l'axial diffusivity, la mean diffusivity, enfin bref, pour tout ça, je vous le simplifie en vous disant que c'est un reflet de l'organisation et de l'intégrité des microstructures de la substance blanche. C'est un reflet de la quantité probable des fibres axonales, du diamètre des axones et de l'orientation des fibres. Quand il y a quelque chose qui n'est pas complètement clair sur l'organisation, la quantité, le diamètre, nous avons une altération de ces paramètres, en particulier de la fraction d'anisotropie. Eh bien, chez les enfants Kabuki, on a retrouvé de façon statistiquement significative une augmentation de la fraction d'anisotropie au niveau du faisceau pyramidal que vous voyez ici, ainsi qu'une diminution de la radial diffusivity et de la mean diffusivity, donc dans ce faisceau pyramidal. Donc, on ne sait pas exactement comment l'interpréter, mais en tout cas, c'est le faisceau pyramidal, c'est le faisceau qui sert à la motricité. On a vu tout à l'heure qu'on avait des altérations au niveau du cortex exactement dans cette région-là, donc ça. En fait, ces anomalies reflètent probablement un mécanisme altéré de ce faisceau, probablement dans la microstructure de la substance blanche et du diamètre des axons. Je dis probablement parce qu'évidemment, il n'y a pas d'étude anapath. En tout cas, ce faisceau pyramidal est montré comme altéré. Ensuite, on a retrouvé des anomalies du faisceau longitudinal supérieur droit. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est ce faisceau longitudinal supérieur droit? Il est ici. On a retrouvé une augmentation significative de la FA chez les patients Kabuki. Et en fait, c'est quand même très en accord avec la clinique. Je vous invite à lire ce bel article de David Geneviève. En fait, ces anomalies du faisceau longitudinal supérieur droit pourraient être associées à la bonne mémoire de travail et de compréhension verbale chez les patients Kabuki.
En fait, Jennifer Boisgontier et David et notre équipe ont fait des corrélations et je vous montre ici les patients Kabuki et ici nos témoins sains et vous voyez une augmentation significative de la fraction d'anisotropie chez les patients Kabuki et ici des corrélations entre la fraction d'anisotropie et l'indice de la mémoire de travail. Donc, plus la mémoire de travail est bonne, plus la fraction d'anisotropie est élevée. C'est ce qui se passe ici chez les enfants Kabuki. Et pareil, il y a une corrélation vraiment significative positive entre la fraction d'anisotropie du faisceau longitudinal supérieur et les sous-scores de la Weiss. Ici, la compréhension verbale, mieux on comprend et plus la FA est augmentée dans ce faisceau longitudinal supérieur. Donc, ça marche très bien, même avec 6 enfants. Ensuite, sur les anomalies de la substance blanche, on a retrouvé également une anomalie du faisceau fronto occipital droit. Tout à l'heure, je vous ai dit, il y a des problèmes visio-spatiaux chez les enfants Kabuki. Et effectivement, on a retrouvé une énorme diminution significative de la mean diffusivity dans le faisceau fronto-occipitaux inférieur droit chez les patients Kabuki comparé aux témoins sains. Et on les a donc mis évidemment en relation avec une mauvaise représentation visio-spatiale. En fait, c'est un mauvais indice de raisonnement perceptif. C'est une intégration et une manipulation cognitive des informations pour résoudre des problèmes visuels complexes qui ne se passent pas bien. Voyez ici les corrélations, donc ici dans le syndrome de Kabuki, ici chez les contrôles, ici la corrélation, donc plus l'indice de perceptif est élevé et plus la mean diffusivity est basse et haute. Donc, en fait, en conclusion, on a retrouvé pas mal d'anomalies et pourtant, on n'était pas parti pour en trouver autant parce qu'on n'avait quand même que 6 enfants Kabuki. Il faut dire qu'il faut qu'ils viennent, il faut qu'ils ne bougent pas, il faut qu'on ait fait les bonnes séquences sur la même machine. Donc, évidemment, ça réduit toujours le nombre. Mais c'est grâce au PHRC de David Geneviève qu'on a pu faire cette imagerie. Et donc, on a retrouvé des anomalies du cortex moteur et du faisceau pyramidal grâce à la perfusion cérébrale, à l'IRM anatomique et toutes nos post-traitement qu'on arrive à faire derrière, qu'on a mis en relation avec la mauvaise flexion des phalanges des 3e et 4e doigts. On a retrouvé une augmentation significative de la fraction d'anisotropie dans le faisceau longitudinal supérieur droit, qui est quand même une région temporale et une région de langage, et on l'a mise en relation avec une bonne mémoire de travail et de compréhension verbale. Et on a retrouvé une diminution significative de la mean diffusivity au niveau du faisceau fronto-occipital inférieur droit, qui est mise en relation avec une mauvaise représentation visio-spatiale où les enfants ont des graves difficultés à reproduire des dessins, par exemple, en 3D. Et je vous invite à lire notre papier commun sur donc, ces anomalies anatomo-fonctionnelles dans le syndrome de Kabuki. Donc, j'ai fini le topo. Évidemment, je vais répondre aux questions, mais surtout, on va faire une étude prospective avec ces mêmes patients pour voir quelques années plus tard, au moins 4 ans plus tard, si ces anomalies se sont aggravées, si elles sont identiques. Et on va rajouter des séquences recherche de connectivité pour voir en fait ces régions, si elles sont connectées correctement au reste du cerveau. Et on a aussi des séquences de diffusion maintenant qui sont améliorées, où on peut peut-être regarder de façon plus précise le diamètre des axones pour un tout petit peu avancer dans la physiopathologie. Voilà, moi je vous remercie.